Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, qu'il est légal, aujourd'hui, de tuer un homme en France? Oui, c'est possible de tuer en France et ailleurs de manière légale, du moment que ce crime, que cette violence est exercée de manière indirecte et avec beaucoup de complices, des centaines, voire un millier de complices. Les gens qui se battent pour faire le bien seront souvent les plus malheureux. Les plus malheureux, ils vont être détestés par ceux qui vont très mal le prendre parce que vous allez leur rappeler qu'ils ne sont pas vertueux, donc ils vont très mal le prendre, ils vont vous humilier, etc. Donc, comment réussir à faire le bien et à continuer de faire le bien si ce qu'on reçoit, c'est la haine, l'indifférence, La moquerie. la moquerie. En fait, tu poses une question, peut-être la question centrale de toute la psychologie de l'éducation. Comment faire voir à quelqu'un qu'il commet le mal sans qu'il le prenne mal? Exactement. Bonjour Léonore. Bonjour Timothée. On est ici pour parler de ton livre, Les crimes des gens ordinaires, avec en sous-titre Essai sur la violence ignorée. Alors c'est un livre de philosophie, d'une part, car tu es professeur de philosophie. C'est ça. Mais qui fait aussi appel aux sciences sociales et à la psychologie. C'est un livre qui tend à démontrer de manière assez limpide et brutale, on y reviendra peut-être, qu'il existe une forme de violence invisible dans nos quotidiens et dans nos existences, mais qui est pourtant bien présente, et que cette même forme de violence peut parfois se retourner contre nous. Tu parles alors d'autoviolence, ça c'est très intéressant, et ton essai cherche à rendre cette violence invisible visible. Et parmi, j'ai envie de dire, toutes ces révélations qui sont assez déconcertantes pour un individu, se cache tout de même une forme d'espoir, ne vous inquiétez pas, une petite lueur, celle peut-être de combattre ensemble mieux ces injustices. Ma première question porte donc sur ce sous-titre, Essai sur la violence ignorée car cachée ou indirecte, notamment, selon toi, il y aurait beaucoup de violences commises aujourd'hui en France et dans le monde, mais comme elle est cachée, il n'y aurait ni sanction, ni réaction. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, qu'il est légal, aujourd'hui, de tuer un homme en France? De tuer un homme en France? Alors, cela dépend de la façon dont vous le tuez. Il y a différentes façons de tuer un homme. Si vous le tuez avec un couteau, évidemment, c'est illégal. Si vous le tuez en le percutant avec une voiture, évidemment, c'est illégal aussi. Par contre, si vous le tuez en l'exploitant au travail, à petit feu, donc, non pas forcément qu'il va mourir sur son lieu de travail, mais en tout cas prématurément, 5, 10, 15 ans parfois, avant son espérance de vie normale, ça, dans une certaine mesure, en France, c'est légal. Autre façon de tuer un homme, signer un papier. Signer précisément le papier, signé par qui? Par un président, par un ministre, le papier qui va permettre à certains patrons d'imposer une cadence infernale, une cadence de travail infernale et des conditions de travail infernales à certains ouvriers, certains salariés. Vous pouvez aussi tuer un homme avec une voiture. En France, c'est légal, mais sans le percuter, sans percuter l'individu, simplement en polluant. Et ça, il n'y a quasiment aucune sanction, et ça mène bien à des morts. Donc, si tu me le permets, j'aimerais ouvrir l'un de ces exemples, peut-être l'exemple de la pollution de l'air. Allons-y. C'est très indirect. C'est sans Oui. doute pour ça que ouais, c'est beaucoup plus nous indirect. n'avons pas l'impression de tuer lorsque nous polluons. Qu'un assassinat par couteau ou Kalachnikov ou que sais-je encore. Ça peut être tout autant de charme. Mais ça tue. Ça tue. En France, pour te donner une idée, même si je crois que tu connais un peu cela déjà, la pollution de l'air tue plus que les accidents de la route, et pas simplement 3 fois plus ou 4 fois plus, mais environ 14 fois plus que les accidents de la route en France. Rien qu'à Paris, c'est environ 6 Parisiens qui tous les jours meurent de la pollution de l'air. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut bien distinguer deux choses. Tous les jours, 6 Parisiens meurent de la pollution de l'air. Oui. D'accord. Évidemment, il y a une partie de cette pollution qui est inévitable. Donc, on ne peut la reprocher à personne, puisque on ne peut pas, parfois, ne pas utiliser la voiture. Mais il y a aussi toute une partie de cette pollution, bien documentée, bien calculée, qui est significative, qui est totalement évitable. Ce qui veut dire concrètement que si régulièrement, je prends la voiture pour des trajets où je pourrais faire autrement, vélo, transport en commun, etc., et que je passe par des zones où il y a des piétons,
et je ne te parle même pas du cas où en plus j'aurai une voiture plus polluante que la moyenne, SUV thermique, 4x4 thermique, alors je participe activement à la mort d'individus. C'est un assassinat collectif, alors. Voilà, alors... Comment le rendre individuel ? J'allais y venir. Justement, en fait, il y a deux aspects dans cet assassinat qui font que psychologiquement, quasiment personne ne le perçoit comme tel. Premièrement, il n'est pas entre guillemets spectaculaire, c'est-à-dire quelqu'un qui volontairement tue quelqu'un avec une voiture en le percutant dans un accident de la route parce qu'il était ivre ou que sais-je encore, Pierre Palmade, ou d'autres exemples possibles. Là, les dégâts sont impressionnants pour les sens, c'est-à-dire il y a des cris, il y a du sang, il peut y avoir des membres qui sont arrachés, etc. Des procès télévisés. Voilà, on est psychologiquement très affecté par ce genre d'événement. Par contre, celui qui meurt de la pollution de l'air, il meurt caché derrière les murs d'un hôpital, au sein d'un hôpital. Il meurt sans crier, puisqu'il meurt en fait en s'étouffant. Il a une mort entre guillemets normale et entre guillemets très peu spectaculaire. Donc, on a tendance à y être indifférent, ce qui est totalement débile, mais c'est une faille de la psychologie humaine. C'est là qu'il faut mobiliser la psychologie pour comprendre. Et par rapport à l'aspect collectif, là c'est encore plus important, effectivement, pour qu'il y ait un mort de la pollution de l'air, il ne suffit pas qu'il y ait un seul automobiliste qui a le comportement que j'ai décrit, il en faut plusieurs centaines. Mettons 1000, bon, en vérité j'ai calculé, c'est probablement un petit peu moins de 1000, mais mettons qu'il faille 1000 automobilistes qui ont le comportement que j'ai décrit pour qu'in fine, cela aboutisse à un mort. Eh bien, l'individu moyen, si j'ose dire, l'individu ordinaire, va avoir tendance à se dire « il n'y a pas que moi, j'ai 999 complices, donc ça passe ». Sa responsabilité est diluée dans le collectif. Ça aussi, c'est très étudié par les psychologues sociaux depuis des décennies. Ouais. Alors, j'allais continuer, mais tu veux... Non, j'écoute. Pourtant, objectivement, ça reste très grave d'être responsable d'un millième de meurtre. Pour la quasi-totalité des religions, ça vous garantit un trajet direct pour l'enfer. Pour un philosophe comme Kant, c'est gravissime aussi, il entend le démontrer. Mais même sans lire les textes religieux ou philosophiques, c'est pas si compliqué que ça de s'en rendre compte. C'est-à-dire, imaginons que vous tuez quelqu'un en étant 1000, parmi une foule de 1000 personnes. Vous le lynchez, par exemple, vous le lapidez. Imaginons qu'il faille lancer 1000 pierres pour qu'il y ait décès. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Vient votre tour, vous prenez une pierre, vous la lancez. Bon, là, on comprend, en changeant un peu le scénario, la configuration de la violence, on comprend que c'est gravissime. Néanmoins, dans le cadre de la lapidation, la pierre heurte directement la victime. Oui. Dans le cadre de la pollution, ce qui sort de mon pot d'échappement ne va pas directement... Oui. C'est moins spectaculaire, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est moins spectaculaire, ça demande du temps, et puis ça demande beaucoup de complices. Et c'est involontaire quelque part, c'est peut-être une distinction. Alors, c'est un assassinat collectif involontaire. C'est une hécatombe, mais le mobile est involontaire. C'est pas comme tout crime où il y a un mobile précis. Là, je roule pour aller d'un point A à un point B, je ne roule pas pour tuer. Quand je lance la pierre, je lance pour lapider. Très intéressant. Ça, je n'y avais pas pensé, mais c'est très important aussi, effectivement. Alors, il n'y a pas d'intention de tuer, voilà. Mais la volonté de polluer, elle, est volontaire, au sens, en tout cas, au sens où c'était évitable de polluer dans le cas que j'ai imaginé. Peut-être très rapidement un autre exemple où la violence est encore plus indirecte, donc on va y être encore plus indifférent, celui qui a l'habitude, je dis bien l'habitude, de jeter ses mégots par terre dans la nature. Où vont finir ces mégots ? Il n'y a pas assez d'agents municipaux pour tous les ramasser. En fait, quasiment tous les mégots finissent dans les caniveaux, ils ne sont pas bloqués par les grilles, en fait, ils finissent dans les océans, les rivières, les fleuves. Dans les nappes phréatiques. Dans les nappes phréatiques, donc, et notamment pour ce qui est des fleuves, des rivières et des océans, finalement, on les retrouve dans notre chaîne alimentaire, dans des poissons. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans beaucoup de poissons des métaux lourds en trop grande quantité et qui viennent en fait des cigarettes. On peut remonter comme ça le fil de la chaîne causale. Ils viennent des cigarettes et on sait que ça détériore les reins et notamment le cerveau, le développement du cerveau des fœtus. Donc a priori,
c'est vraiment pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire, de bousiller les reins des gens et les cerveaux des bébés. Pourtant, des millions de Français le font. Ouais. Mais encore une fois, là c'est si indirect Mhm. qu'on s'en rend pas compte. Donc enfin, pour répondre à ta question de manière plus synthétique, je dirais deux choses. D'abord, c'est que s'il y a des morts qui sont évitables, quand bien même la chaîne causale sur laquelle enquêter est très indirecte et très longue, pardon, c'est qu'il y a quelque part des gens qui commettent le mal. Reste à les trouver. Mhm. Donc c'est aussi un livre Ouais. presque d'investigation. Ouais. Et pour enfin répondre en une phrase à ta question, oui, c'est possible de tuer en France et ailleurs de manière légale, du moment que ce crime, que cette violence est exercée de manière indirecte et avec beaucoup de complices, des centaines, voire un millier de complices. Et dans ce cas-là, non seulement il n'y aura aucune répercussion juridique, mais aussi le criminel, celui qui commet le mal, ne s'en apercevra probablement même pas. Ses proches non plus. Ses proches continueront de le regarder en souriant comme si de rien n'était. Très bien, l'exemple de la pollution est marquant, et l'exemple également des situations de souffrance au travail. Dans une dernière enquête, c'est 40% des Français qui s'estiment en situation de souffrance au travail. Dans ce cas-là, tu citais le manager ou le patron tout à l'heure, qui donne des conditions de travail déplorables, qui au fur et à mesure va tirer sur la corde et mettre l'employé dans une situation de quasi-mort certaine ou de mort prématurée. C'était le sujet lors de la réforme des retraites. Pourtant, est-ce que la responsabilité va au patron, même au manager même, ou au système? Comment tu vas distinguer la culpabilité de cet assassinat collectif indirect? Où se place, tu dis qu'il faut désigner les coupables, on va mettre la faute dans le système ou dans un homme même? Oui, alors, je vais y répondre mais en quelques mots, parce Ouais. qu'en fait, c'est un sujet extrêmement complexe. C'est peut-être le sujet le plus complexe qui est abordé dans ce bouquin, livre. Ouais. Donc là, il nous faudrait plusieurs heures, donc je crois que c'est pas le but de cette interview. Mais je tiens à dire que je pose cette question très délicate. Pour la reformuler, si j'ai bien compris, il s'agit en fait de la question du degré de responsabilité, Tout à fait. l'individu ou le système, et les conclusions que j'essaye, auxquelles j'arrive dans ce livre sont assez déroutantes, mais je crois qu'elles sont démontrées, qu'elles sont rationnelles. Mais là, ça nous emmènerait vraiment trop loin de réfléchir à cette question, mais c'est une question importante. Ouais. C'est de la faute du système, oui, et en même temps, ça peut déresponsabiliser, ça peut être une excuse. Exactement. Mais c'est une question primordiale qui en rejoint une autre, parce que désigner des coupables, c'est toujours un exercice très compliqué. Oui. Et tout comme le fait d'ouvrir les yeux aux gens, à quiconque, sur ces actions indirectes ou directes qui peuvent causer du mal aux autres ou d'ailleurs à la personne même. Ce qui rejoint la question de la culpabilisation. Comment tu as fait dans ce bouquin pour présenter tout ce que l'on fait mal ou tout ce que l'on ne fait pas assez ou tout ce que l'on devrait cesser de faire sans pour autant culpabiliser le lecteur ou la lectrice? Oui, et comment tu as joué avec ce fil-là? Ça m'amène à nuancer légèrement ce que je viens de dire. La violence indirecte, en fait, on la voit très bien, plutôt bien, lorsqu'elle concerne les autres. C'est-à-dire la culpabilité des autres, celle-là, on est très prompt, très enclin à la reconnaître. Et pour parler d'un exemple très récent, ce qui s'est passé à New York... voilà. Oui, donc, alors peut-être que tout le monde ne sait... Je vais rappeler ce qui s'est passé, ou tu veux le faire? Non, vas-y. Un jeune homme a assassiné un PDG, je crois le PDG de la plus grosse boîte d'assurance santé privée américaine. Et sur les réseaux sociaux, les réactions fréquemment consistent à faire voir que ce PDG, lui aussi, était très violent, voire en quelque sorte dans la criminalité, mais de manière indirecte. Et vraiment, le mot indirect dans les commentaires, je l'ai vu. C'était un assassin indirect, voilà. Parce qu'effectivement, alors, je tiens à dire que le tireur a lui aussi du sang sur les mains, voilà. Et que le PDG ne méritait pas de mourir. Je suis farouchement... Dénoncer
rendre visible la violence invisible et dénoncer les vrais coupables n'est pas forcément un encouragement à aller les régler Voilà. à la Je suis mitraillette farouchement dans les rues de New York. opposé Dans n'importe quelle rue. à la peine de mort. Mais cela étant dit, effectivement, le PDG, alors là, d'ailleurs, la métaphore du sang sur les mains ne suffit même plus. Il se baignait dans un jacuzzi de sang tous les week-ends, puisqu'il a préféré des profits très privés pour lui et pour son entreprise, au lieu de parfois sauver des vies. Donc, il était coupable de non-assistance à personne en danger de mort à une échelle extraordinairement grande. Et donc, cela, les gens le voient. Par contre, lorsqu'il s'agit de sa propre culpabilité, là c'est plus compliqué. En fait, tu poses une question, peut-être la question centrale de toute la psychologie de l'éducation. Comment faire voir à quelqu'un qu'il commet le mal sans qu'il le prenne mal ? Exactement. Alors, si j'avais la réponse à cette question, j'aurais écrit plusieurs livres à ce sujet. C'est parce que c'est une vaste question et très compliquée. Ce que je vais dire de manière minimale, c'est qu'il faut distinguer plusieurs réactions possibles face au sentiment de culpabilité. Toute culpabilité, tout sentiment de culpabilité n'est pas forcément mauvais. Je prends un exemple évidemment extrême. Si quelqu'un est en train de découper un enfant à la tronçonneuse, si jamais il commence à se sentir coupable, ce serait peut-être bien. C'est-à-dire ça va peut-être être le début de la sortie de sa criminalité. Mais évidemment, une autre réaction possible, très fréquente, c'est l'agressivité et le déni. Tout à fait. Sortir son téléphone pour filmer. Ou sortir son... Ouais. J'en parle aussi. C'est un autre... serait dans cette forme de passivité. Oui. L'effet spectateur, j'en parle un petit peu dans le livre. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc c'est sur la tronçonneuse. La tronçonneuse, oui, j'ai un peu dérivé. Je sais plus ce que je disais. Dans tous les cas, on était pour le moment très concentré là sur la violence qu'on ne voit pas, mais que l'on commet. Il existe une autre forme de violence, celle que l'on commet et que l'on subit soi-même. Oui, donc mais ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question, mais les deux me semblent liés. Oui, les deux te semblent liés. Alors, ce que je veux dire, pour finir, tu me la reposeras juste après, tu t'en souviendras. Ouais, d'accord. Pour revenir à la question de la culpabilité. Ce que je tiens à dire, c'est que j'espère que celles et ceux qui liront ce livre parfois se sentiront gênés. Enfin, c'est un livre qui se veut gênant, il bouscule un petit peu, mais que leur réaction sera positive et non pas le déni et l'agressivité. Et pour faire en sorte que cette réaction soit la plus fréquente possible, je tiens à rappeler qu'à plusieurs endroits du livre, je rappelle que moi aussi, je suis coupable de plusieurs des maux, voire des crimes qui sont dans ce livre, parce que c'est des crimes entre guillemets ordinaires, hein, donc les crimes des gens ordinaires, très très répandus. Et donc moi je suis pas quelqu'un de particulièrement extraordinaire, donc à plusieurs reprises dans le livre, je dis je ne suis pas un ange, je ne fais pas la leçon. C'est pas un livre qui donne des leçons. J'espère le but n'était pas d'avoir un ton de supériorité. Tu le dis très bien en préface ou de condescendance. Donc je parle aux autres, mais je parle aussi à moi-même en quelque sorte dans ce livre pour me motiver à devenir meilleur. Donc à aucun moment je prétends donner des leçons. Mais peut-être tu veux revenir à l'autre question. Non, ce que tu disais, les crimes des gens ordinaires, ça m'appelle aussi à penser, mais tu disais tout à l'heure qu'il y a quand même aussi des crimes extraordinaires menés par une toute petite partie de la population. En exergue, ce CEO aux États-Unis, où une seule personne commet... Et ça, en même temps, c'est un sujet implique des préjudices sur des millions d'Américains et des millions de personnes dans le monde. Et ça, donc ça, c'est tout à fait important, mais c'est un sujet un peu plus classique qui a été un peu plus étudié à ma connaissance, donc j'ai voulu innover. Mais c'est très important, oui. Tout à fait. Tout à l'heure, je t'interrogeais justement sur cette violence que l'on commet, mais que l'on subit soi-même. Parce que là, les exemples que tu prenais, c'était des violences que l'on commet, mais on ne les voit pas, mais elles ne se retournent pas contre nous. Mais il y a aussi des formes de violence dont on est responsable et qui se retournent sur nous-mêmes. T'en donner un bref exemple avec l'exemple d'un fumeur dont les métaux lourds de la cigarette jetée pourraient après se retrouver dans le fœtus, dans le ventre de sa femme. Mais il y a d'autres exemples que tu montres dans le bouquin qui sont très intéressants pour expliquer ta pensée. Oui, et je vais profiter de cette interview pour prendre un exemple qui n'est pas dans le livre,
mais qui est dans le même esprit. Et encore une fois, oui, ça fait un lien avec la question précédente, je comprends maintenant. Ce livre ne se veut pas tout à fait culpabilisant, parce qu'il fait voir aussi des violences que l'on subit. Donc là, normalement, la réaction, c'est l'exigence de justice, positivement. Donc. Un exemple donc, que je ne prends pas dans le livre, l'exemple de la pollution plastique. Je ne sais pas si tu as vu passer cet article, mais il y a quelques années, il a été écrit qu'on mangerait environ l'équivalent d'une carte bleue par semaine en microplastique. Alors j'ai vérifié... Lors de l'inflation, c'est quand même assez cocasse. J'ai vérifié avec l'aide d'un collègue. C'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire je suis remonté à la source de l'étude. Si on prend la partie haute de la fourchette qui est dans la conclusion de l'étude, ok, on en arrive à cette conclusion, mais si on prend un chiffre plus moyen, en vérité on ingère à peu près un capuchon de stylo en plastique tous les 10 jours. Bon, ce qui est déjà assez affreux. C'est pas mal. Parce qu'il y en a partout. Il y a une étude qui est sortie très récemment qui a remontré en France qu'il y en avait partout, il y en a même dans l'air. Enfin, c'est impossible d'y échapper. Et imaginons, quelque chose que je fais souvent dans le livre, imaginons une autre configuration pour cette violence. Imaginons que tous les 10 jours, quelqu'un toque à votre porte, sort un capuchon de stylo et devant vous, le met dans un mixeur, le réduit en poudre, ouais. le verse dans un verre d'eau, ouais. Et vous dit « bois ouais. ». Bon, quelle va être ta réaction ? Santé. Non, déjà, tu vas dire non. Bien sûr. Tu vas dire non, je ne le bois pas. Mais dans les faits, on le boit en fait tous les 10 jours. C'est ça. Déjà, on le boit et puis tu vas être très énervé. Tu vas peut-être te insulter, te révolter, insulter. Ouais. Et donc, lorsqu'on reconfigure comme ça cette violence pour essayer de l'imaginer un peu plus directe, un peu moins indirecte, la rendre visible. Quelle est la réaction ? Eh bien, on va être plus actif dans le combat contre la pollution plastique. Donc, j'essaye de rendre visible, comme tu l'as bien dit, cette violence qui est assez invisible, cachée, indirecte, parce que psychologiquement, ça n'aboutit absolument pas aux mêmes réactions. Et voilà, en termes de psychologie, de militantisme. Voilà. Et tu étayes cette théorie spectaculaire. Hein. C'est souvent le revirement spectaculaire que tu as, c'est de rendre la violence invisible visible en mettant le coupable au centre de l'action, non pas au centre de la cause, mais au centre de la conséquence. Tu as d'autres exemples assez marquants, avec un PDG qui refuse à une petite fille. Peut-être que tu pourrais revenir là-dessus, parce que c'est un des exemples, en tout cas, moi, qui m'a le plus frappé. Là, on garde les meilleurs passages insoutenable. D'accord. Dans tout ça, je lisais le livre avec un mélange d'effroi et de satisfaction personnelle de découvrir tout cela. Et de volonté aussi de changement. C'est pas juste un livre pessimiste qui fait culpabiliser à outrance, ça je l'ai dit. Il y a un moment où j'étais assez déconcerté, parce que par certains passages, tu fais appel à la religion. Du moins, tu compares les comportements actuels, tu les mets dans le jugement des grandes religions. Ça, sur le coup, je n'ai pas très, très bien compris pourquoi cela arrivait. Est-ce que tu peux nous en parler ? Pourquoi, à un moment, les religions prennent place dans tout l'équilibre dont on parle aujourd'hui là ? Oui, en fait, alors, c'est plus pour laisser lui-même, à la fin de chaque chapitre, j'évoque assez brièvement des liens possibles avec les religions les plus populaires. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de croyants dans le monde et en France, et c'est la première fois que j'écris un livre qui veut s'adresser au public le plus large possible. Un large public, c'est très accessible dans le style, ça c'est autre chose qu'il faut alors souligner. Que mes précédents livres étaient presque ésotériques. Tout à fait. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, lorsqu'on parle de morale, de philosophie morale, d'éthique, on ne peut pas nier qu'il y a de nombreux passages extrêmement riches spirituellement, éthiquement dans les textes religieux. Quand bien même ceux qui se disent croyants ne respectent pas souvent, voire parfois jamais, les principes de leur propre religion, mais ça, je ne suis pas le premier à le montrer. Et quelque chose maintenant de plus important encore, je pense, comme le grand Emmanuel Kant, je pense qu'il est difficile de penser l'action morale sans la lier
à certains espoirs religieux, quelle que soit la religion en question. Je m'explique. Si, après la mort, on estime qu'il y a le néant ou un monde similaire à celui-ci, ou en tout cas pas plus juste que celui-ci, c'est-à-dire il n'y a pas de jugement divin après la mort, les gentils, pour dire simplement, les gentils ne sont pas récompensés, les méchants ne sont pas punis, alors ça devient difficile de se motiver à être moral, parce que comme l'écrivait Dostoïevski dans Les Frères Karamazov, c'est assez connu, si Dieu est mort, tout est permis. Alors plus précisément, si Dieu est mort, il reste la loi de mon pays, mais la loi de mon pays a des failles, et donc si j'arrive à la contourner, pas vu, pas pris, je n'ai quasiment plus aucune raison de ne pas agir de manière immorale. Donc, cette hypothèse, ce postulat, ou cette hypothèse que Kant n'écrit pas en tant que religieux, poser cette hypothèse ou ce postulat d'une justice divine après la mort aide, mais psychologiquement, encore une fois, aide à l'action morale. Et une deuxième chose peut-être encore plus importante, dans l'idée que les vertueux seront récompensés après la mort, c'est-à-dire dans l'idée qu'il y aurait un lien entre la vertu et le bonheur, ceux qui ont été vertueux seront enfin heureux, ça aussi c'est un espoir quand même très motivant pour agir ici-bas, entre guillemets, dans cette vie de manière morale, parce que sinon, à quoi fait-on face ? On fait face à l'inexistence de liens. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, mon expérience, ma courte expérience, je ne suis pas très âgé, mais m'a montré qu'il y a assez peu de liens, entre guillemets ici-bas, entre être vertueux et recevoir le bonheur. Et même dans une société, lorsque la société est particulièrement injuste, c'est même souvent l'inverse qui peut arriver, c'est-à-dire les gens qui se battent pour faire le bien seront souvent les plus malheureux. Les plus malheureux, ils vont être détestés par ceux qui vont très mal le prendre parce que vous allez leur rappeler qu'ils ne sont pas vertueux, donc ils vont très mal le prendre, ils vont vous humilier, etc. Donc, comment réussir à faire le bien et à continuer de faire le bien si ce qu'on reçoit, c'est la haine, l'indifférence, la moquerie. Donc, c'est quand même très intéressant psychologiquement d'espérer qu'un jour, les vertueux seraient heureux. Mais tu penses vraiment que la récompense divine ne serait que le seul moteur de la bonne action et de la bonne direction de nos actions sur Terre? On pourrait aussi penser la récompense de la vertu, c'est la vertu elle-même. Oui, Spinoza. Et se complaire de notre action morale. Donc, la récompense de la vertu, c'est la vertu elle-même. Donc, citation de Spinoza. Où l'homme est un dieu pour l'homme, puisque tu parlais d'un homme au-dessus. Ou imaginer une autre forme de divinité qui ne serait pas celle d'un dieu, qui serait celle de la nature à respecter. Tu as pris l'exemple des déchets plastiques. Il y a peut-être une autre forme de divinité à inventer aujourd'hui pour motiver, pour qu'elle devienne moteur de nos actions morales aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet du bouquin. La comparaison avec les religions est très intéressante. Il y a peut-être quelque chose à inventer ici dans nos sociétés pour motiver. C'est peut-être, même si j'ai beaucoup de respect pour Spinoza, c'est peut-être l'une des failles dans sa philosophie morale. Pour Spinoza, il n'y a pas de différence entre être vertueux dans l'intention, dans les actes, et être efficacement vertueux. Donc, pour Spinoza, quelqu'un de vertueux sera forcément à 100% efficacement vertueux, donc en retour, ce sera un sentiment de joie ou de béatitude. Tout à fait. Mais maintenant, redescendons dans la pratique, j'ai envie de dire, et quittons un peu la théorie. En pratique, même celui qui veut être bon et qui le met en action, ne va jamais, enfin quasiment jamais, être assez efficace dans son action vertueuse pour recevoir ce bonheur qui normalement est automatique. Enfin, c'est dans l'essence de la vertu pour Spinoza que d'être satisfait de son action vertueuse. Je doute en pratique de l'automaticité de ce lien. Ouais. Et pour revenir peut-être à des auteurs plus modernes, j'avais une dernière question. Les liens entre sécurité, à la fois personnelle
et nationale, hein, que tu explicites dans le bouquin, et crise environnementale sont quand même parfaitement démontrées. C'est un exercice qui a déjà plus ou moins été réalisé par d'autres auteurs et autrices, mais là qui est mis dans, je dirais, dans l'optique de rendre visible cette violence invisible. Mais il y a cette forme d'autoviolence où l'on agit pas forcément de la meilleure manière et ça se retourne contre nous. Pourtant, ou contre la nation justement, ou contre un pays entier, ou contre même plusieurs pays entiers, les thèmes de la sécurité, puisque ça parle de sécurité personnelle, tu parlais de plastique dans un fœtus, de boire de l'eau avec du plastique dedans, etc. Donc c'est des enjeux de sécurité personnelle, mais aussi nationale. Les enjeux de sécurité, on ne va pas en faire la démonstration ici, c'est évident, sont omniprésents dans les médias aujourd'hui, souvent alimentés par une droite ultralibérale. Comment tu expliques aujourd'hui que pour autant l'écologie est toujours la grande absence du débat? Comment t'expliques ça? N'y a-t-il pas justement un pont à construire entre les notions de sécurité alimentées par la droite française et européenne et même mondiale aujourd'hui et l'écologie et les conséquences de notre non-écologie quasi quotidienne? Oui, alors, peut-être pour raccourcir un peu ta question, mais je crois l'avoir comprise. Tu me dis sinon je peux reformuler. Si je l'ai bien comprise, aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de sortir dans la rue parce qu'ils ont peur, je caricature un petit peu, non, j'avais pas dit ça, mais ils ont peur de se faire tuer à coups de couteau, ignorant plus ou moins qu'ils ont beaucoup plus de chances de mourir, d'être tués par la pollution de l'air ou une catastrophe climatique que par un coup de couteau. Et c'est très peu évoqué dans les débats, oui. Voilà. Notamment par ce que tu appelles les représentants de la droite ultralibérale. Ouais. Alors, comment expliquer cela? Premièrement, les représentants de la droite ultralibérale, mais je pourrais viser d'autres zones de l'échiquier politique, comme la plupart des êtres humains, en fait, sont, et on revient à ce que je disais au tout début, plus sensibles à la violence commise à coups de couteau ou avec des kalachnikovs, parce qu'elle est plus spectaculaire, elle est plus impressionnante pour les sens. C'est la société de l'image, alors oui, et puis qui ne nous permet pas de faire le pont entre les deux sujets. C'est une faille. Il y a la société du spectacle, le côté sensationnel dans les faits divers, mais c'est une faille dans la psychologie humaine, qu'il faut combattre en chacun de nous. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les représentants de ce que tu appelles la droite ultralibérale espèrent, à tort ou à raison, qu'ils vont, eux, pouvoir être protégés contre les catastrophes climatiques, et donc ils vont faire comme Mark Zuckerberg, ils vont s'acheter une île, un bunker, etc. Donc ils ne sont pas dans l'idée qu'on est tous sur le même bateau. Ils ont prévu des canaux de sauvetage très personnels, donc c'est pour ça qu'ils s'en soucient guère. Et enfin, encore plus important, si ces politiciens agissaient pour l'environnement, ça favoriserait le bien-être de tous. Donc ce serait de fait une mesure égalitaire. Or, l'égalité ne fait pas partie de leur priorité. Tout à fait. Loin de là. Je pense même qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'ils préféreraient, je vais aller un petit peu loin, mais tu me diras ce que tu en penses, c'est une hypothèse de ma part, qu'ils préféreraient mourir en continuant de dominer les autres, c'est-à-dire que toute l'humanité mourrait, mais eux un peu plus tardivement et un peu moins douloureusement que les autres, plutôt que de permettre à l'humanité de survivre en étant tous égaux. Je pense que leur passion, leur jouissance de l'inégalité surpasse leur intérêt pour la survie collective. Ça, c'est effrayant, mais c'est une hypothèse qui me semble plausible. Tout à fait. Et là où je ne vois pas une contradiction, mais quand même un nœud, ces classes politiques-là, ou cette zone de l'échiquier-là, est quand même dominée par certaines religions monothéistes dont on parlait précédemment. Donc c'est un problème, là. Donc c'est un problème, mets des bâtons dans les roues. Oui. La fameuse vertu divine
la vertu récompensée par le pouvoir divin, Non, mais ne semble pas être une motivation suffisante pour que ces responsables politiques je vais agissent répondre très différemment. rapidement et je crois très efficacement. Il faut rappeler qu'il y a très peu de rapport entre se dire croyant, prétendre représenter des racines chrétiennes, etc., et l'être vraiment. Voilà. On connaît tous des gens qui sont athées ou agnostiques et qui sont plus vertueux, plus proches de suivre, par exemple, la doctrine de Jésus que certains chrétiens. Exactement. Donc, très bonne là-dessus, réponse. c'est la réponse simple qu'il y a à faire, je crois. Merci, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Tu as employé une métaphore tout à l'heure qui m'a inspiré une dernière question bonus. Le jacuzzi, non ? Exactement, le jacuzzi. Le CEO qui baigne dans un jacuzzi de sang. Ça me PDG, rappelle une phrase. Tu t'en souviens ? Oui. Ça me rappelle une phrase dans l'album 5e As de Claude MC Solar. Le monstre aux yeux verts, synonyme de la jalousie, taxe l'eau du Sahel juste pour remplir son jacuzzi. Je n'y pensais pas. Eh bien, ça m'amène une question. L'eau du Sahel, etc. Ça m'a fait penser au fait que dans tout ce royaume de la violence invisible, il y a quand même une géopolitique de la violence invisible. Ce livre-là s'adresse-t-il tout autant aux pays du Nord, pour caricaturer à l'Occident, société bourgeoise, ou aux pays du Sud ? Et que penses-tu, de manière plus triviale, pour poser la question de manière très simple, du fameux droit à polluer ? Droit à polluer pour les pays du Sud ? Pour les pays du Sud, pour rattraper le développement, leur retard en développement économique que l'Occident a lui-même causé. Oui, bon. Ce livre-là s'adresse-t-il autant aux pays du Nord qu'aux pays du Sud ? Alors, il faut hiérarchiser effectivement les responsabilités. En quelque sorte, oui, je m'adresse d'abord aux habitants des pays industrialisés. Et dès le début, j'évoque notamment que l'Américain moyen aurait besoin de 3, je crois, j'ai oublié mon propre chiffre, de 3 planètes Terre pour ne pas vivre à crédit écologiquement. Le français et l'allemand un tout petit peu moins. Effectivement, alors que si on s'intéresse, je crois, je m'étais intéressé un jour au Maroc, ils sont vertueux en ce sens-là, c'est-à-dire ils ne sont pas à crédit écologiquement. Cela étant dit, il y a différents indices. Alors je pense qu'il faut mettre un terme, parce que tu voulais que ce soit pour cette interview, mais il y a différents indices montrant que les populations du Sud, par exemple le Maroc ou d'autres pays, n'attendent qu'une chose, c'est effectivement de pouvoir copier nos habitudes consuméristes et polluantes. Donc ça pose question. Donc, mais on n'en est pas encore là. Le sujet d'un autre ouvrage, peut-être de décliner à l'international. Merci beaucoup, Léonore. Merci, Timothée. C'était un plaisir. À bientôt. Merci.